Aujourd'hui, on met de l'IA générative dans vos navigateurs web. Mais pourquoi donc ? Explication dans cet épisode produit pour le podcast AWS en français et que Sébastien partage avec les technos en avant-première. Sébastien était invité à la conférence API Days Paris qui s'est tenue mi-décembre au CNIT, le Centre des Nouvelles Industries et Technologies à La Défense. Il y a rencontré l'invité de cet épisode qu'il nous présente tout de suite. Yacine Benabbas, docteur en informatique, ingénieur relations développeurs, developer relations chez Worldline, enseignant également dans des écoles sup à Lille, notamment Junia Hyssen, organisateur du Lille Android User Group, qui est un des dev groups de Google également. Worldline, rapidement, c'est quoi ? Alors bonjour à tous. Donc Worldline, c'est une compagnie qui propose des services de paiement. Et donc le terme qu'on utilise c'est fintech, paytech. Et par exemple un des exemples que je peux donner, c'est que par exemple dans certaines villes en Belgique, d'ailleurs, quand je vais payer dans les distributeurs, on voit que le paiement est traité ou processé par Worldline. Ouais, par exemple. C'est les terminaux de paiement sur lesquels on met sa carte, etc. C'est vous qui offrez ce réseau-là dans plein de pays en Europe. Oui, c'est exactement. En Belgique. Oui, exactement. Oui. Et vous êtes basé dans le nord de la France, tout près de Lille ? Alors, nous avons plusieurs sites en France et en Europe. D'ailleurs, nous avons un site juste à côté à La Défense. Ici à La Défense. Oui, c'est notre QG. Et moi, personnellement, je suis basé à Lille, à Seclin. À Seclin, qui est au sud de Lille. Alors, tu as un talk à cette conférence ici, qui est Gen AI for Web Apps, Where We Are At, où est-ce qu'on en est, de mettre de l'IA. J'ai dû te reposer la question en préparant cet épisode, parce que j'étais pas sûr d'avoir bien compris, mais tu veux faire tourner des large language models dans mon navigateur en JavaScript ? Oui. Mais pourquoi ? Alors, exactement. Donc déjà, à la base, alors il y a plusieurs raisons. Déjà, moi je suis donc à la base j'ai fait de la recherche sur de la vision par ordinateur. La reconnaissance. Oui, c'est ça. Donc c'est de la vision par ordinateur. Donc ça se faisait avec Je faisais tourner mes démons en local. Et ensuite, j'ai fait du développement front, développement Android, développement web. Donc déjà, je suis un peu attaché à ces deux environnements-là, de faire tourner les choses en local et dans les fronts. Et aussi parce que c'est une technologie qui est vraiment intéressante. C'est du nouveau, c'est du neuf, enfin en partie pour certaines technologies. Et c'est des choses aussi qui m'intéressent. Explorer de nouveaux sujets, explorer de nouveaux thèmes, explorer de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est l'aspect recherche, curiosité scientifique, voilà, c'est ça. Quasiment. Ouais. Mais il y a des use cases pratiques. Oui, bien sûr, il y a des use cases pratiques. Par exemple, il y a certaines use cases ou certaines tâches qu'on peut directement faire maintenant sur le navigateur et c'est pas la peine de les envoyer au serveur. Par exemple, quand il s'agit de chat, de discussion, détecter automatiquement la langue de l'utilisateur, traduire d'une langue vers une autre, ce sont des choses maintenant qu'on peut faire directement sur le navigateur. Pas besoin de faire un échange client-serveur pour le faire. Mais on n'a pas des énormes machines nécessairement sur le navigateur. Ça peut être un Chromebook, ça peut, oui. Les laptops modernes sont très puissants, voilà. Évidemment, mais il peut y avoir des choses très très légères également. Oui, alors pour cela, bien sûr, en fait, c'est bien d'avoir un mélange des deux, c'est-à-dire détecter si l'appareil supporte les fonctionnalités. C'est un peu comme on fait aussi dans les jeux vidéo, ce genre de choses. C'est-à-dire détecter si l'appareil supporte la fonctionnalité. Et ensuite, s'il la supporte, l'idéal, c'est de la proposer. Enfin, si on peut le faire, c'est de le proposer côté client. Et sinon, faire un fallback côté serveur. Alors avant qu'on parle de comment on fait ça et quelles sont les librairies, le code, qu'est-ce que ça implique en termes de réseau, de mémoire, de GPU ou pas, on a très peu préparé cet épisode pour être honnête avec nos auditeurs, donc je découvre, j'ai posé mes questions très naïves ici. Comment on fait maintenant historiquement? Alors ça me fait un peu rire quand on dit historiquement parce que c'est une techno, enfin les large language models ça a 3 ans globalement, hein, on est fin 2025 au moment de l'enregistrement. Et ChatGPT est né fin 2022. Donc, comment on fait en dehors du navigateur ? Ouais. Justement, l'informatique, ça avance très vite, surtout l'IA. C'est vrai que ça avance très vite. Donc, comment on fait traditionnellement ? C'est, nous avons un use case qui nécessite de faire de l'inférence IA. L'idée, c'est que la web app envoie une requête vers son back-end et derrière ce back-end-là,
il va déléguer la partie traitement IA à un autre service ou un autre serveur ou à une autre machine pour faire ce traitement-là. Qui est dédié pour ça, qui a le matériel qu'il faut. Voilà, exactement. Parce qu'on sait que l'IA, enfin on a on a le savoir, on a la connaissance ou on a l'information que l'IA, elle nécessite de la GPU, de la RAM, du CPU et même des processeurs dédiés, des NPU. Enfin, on entend parler de ce genre de termes. Des Trainium sur AWS. Ouais, très gourmand en ressources. Et donc, ce que j'ai montré durant ma présentation, c'est que du coup, soit vous envoyez passer par un fournisseur tiers, c'est-à-dire un cloud provider par exemple. J'appelle l'API d'Anthropic ou d'OpenAI ou Amazon Bedrock par exemple. Voilà, pour traiter ça. Ou bien si votre infrastructure le permet ou si le besoin le nécessite, c'est de faire ça directement dans les prémices de l'entreprise. Et ça, c'est-à-dire utiliser un service comme Ollama, LLM Studio, pour du coup avoir son propre serveur qui fournit des réponses basées sur l'IA. Et donc là, dans ce cas de figure-là, je télécharge mon propre modèle ou mes modèles, je les mets sur mes machines, qu'elles soient on-prem ou dans le cloud, ça compte, peu importe finalement, et je mets un front-end API devant. T'as cité Ollama, t'as cité LLM Studio qui permet de faire ça. LLM Studio, moi je le voyais plus comme une interface graphique sur mon laptop. Ça peut servir à ça fournit aussi un API également. Ok. Ollama, je savais qu'il y a un front-end web, et donc je sers des requêtes d'API comme on fait depuis 20 ans. Là, il y a pas de changement. Alors moi, de façon naïve, je dis des large language models, mais toi, tu as parlé de vision par ordinateur ou détecter la langue. Il faut peut-être pas nécessairement aller. Oui, c'est ça. C'est de l'IA. C'est pas nécessairement de la génération de texte, d'images, comme on le fait avec ChatGPT maintenant. Mais c'est des points d'inférence en général pour des tâches assez ciblées, qui nécessitent peut-être aussi moins de puissance de calcul que les large language models auxquels je pensais. Oui, tout à fait. Donc avec OpenCV, on va dire c'est des algorithmes. Enfin, il y a un mélange d'algorithmes, on va dire de la pure algo, un peu de formules mathématiques, un peu de calcul matriciel, mais on peut aussi faire du machine learning et de l'IA avec OpenCV. OpenCV, c'est un framework Python, hein. C'est OpenCV, c'est Computer Vision, si je me souviens bien. Open Computer Vision, à la base, c'est écrit en C. Donc quand je l'ai utilisé, c'était en C pur. Après, ça a été porté en C++. Et ensuite, on a eu des portages JavaScript et peut-être dans d'autres langages, mais ça, j'ai pas eu l'occasion de je me souviens plus. Je l'ai déjà utilisé, mais je me souviens plus. Maintenant que tu me fais douter, tiens, je me souviens plus si c'était Python ou effectivement du JavaScript. Je me souviens qu'avec ça, j'arrivais à reconnaître des objets dans une vidéo et dessiner une petite box carrée autour de la tête des gens qui se baladaient. Voilà. Justement, c'est des démos que je montre. On peut faire ça sur le navigateur, du face detection, c'est-à-dire détecter les visages, les entourer avec un carré. Aussi, faire de la suppression d'arrière-plan. Donc tout ce qui bouge pas, on peut le supprimer de l'image. Et même tout ce qu'on peut faire en OpenCV en desktop, on peut le faire sur un navigateur. Alors justement, comment ça marche sur le navigateur? Bon, la première grosse différence que je vois, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un modèle, donc il faut télécharger un modèle. Oui. Alors ça dépend des use cases. Donc en fait, sur le navigateur, il y a plusieurs librairies pour le faire. Vous avez OpenCV, Transformers.js et le WebAI API. Mais les trois se basent sur le même principe que quand on a besoin de faire du machine learning, dans ce cas-là, il faudra utiliser un modèle. On parle de quelle taille de modèle? Voilà, là, alors, selon la librairie, vous avez le choix du modèle. Par exemple, avec Transformers.js, qui est en fait une librairie développée par Hugging Face. Donc déjà Hugging Face, c'est le GitHub des modèles. Voilà, le GitHub des modèles, donc un énorme référentiel de modèles. Et là, du coup, c'est au choix du développeur de choisir le modèle qu'il veut utiliser. Le navigateur va le télécharger ensuite. Donc on peut choisir des petits modèles, des grands modèles, selon le use case qu'on a et selon la pertinence du résultat qu'on veut avoir. Et tu as un ordre de grandeur, ça va de quoi à quoi? Oui. Alors, donc ce que j'ai utilisé donc avec sur Transformers, donc OpenCV, de ce que j'ai utilisé, j'ai pas eu à télécharger des modèles, juste un fichier XML pour détecter les visages. En fait, ça a juste besoin d'un fichier XML avec les features à détecter dans l'image. Donc c'est un petit fichier XML de quelques mégas. Sur Transformers.js, là où j'ai fait de la détection de voix, de la réponse à des questions, là ça va dans des modèles de 1 giga, 500 mégas. Ah ouais, quand je me plains parce que mon image charge lentement, là on est dans un autre niveau quand même. Ouais, c'est dans un autre niveau. Et alors,
pour Transformers.js, là, c'est la version 3. Récemment, il y a eu la conférence Web AI Summit. Ça s'est déroulé il y a 1 ou 2 semaines. Donc, début décembre. Oui. Et là, ils ont annoncé Transformers.js 4. Donc, avec plus de performance. Et peut-être qu'on verra aussi plus de modèles légers à ce niveau-là. Et ensuite, sur la troisième API que j'ai utilisée, qui veut être l'API native navigateur pour faire de l'IA, là, c'est Gemini Nano qui est utilisé côté Chrome. Donc là, c'est un modèle très léger. J'ai pas pu mesurer la taille parce que c'est caché par le navigateur, mais je pense que ça doit être moins de 1 giga parce que on sent pas le téléchargement. Et aussi, c'est téléchargé qu'une seule fois. Oui, dans tous les cas, je suppose que c'est pas à chaque fois qu'on reload la page, on recharge le modèle. Oui. Et c'est une seule fois pour tous les domaines. Comme c'est un modèle géré par le navigateur, quand on utilise les API web natives, c'est un modèle qui est téléchargé une seule fois, quel que soit le site web qu'il utilise. Alors que Transformers.js, comme c'est une librairie qui n'est pas native du navigateur, c'est par-dessus. C'est spécifique à l'application, c'est dans le cache comme des images, comme des style sheets, comme une vulgaire style sheet, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme un CSS ou mais une grosse ressource, donc qui est en cache pour le domaine qui s'en sert. Mais donc c'est pas vraiment utilisable aujourd'hui pour des applications grand public, ça reste pour des applications d'entreprise ciblées où on contrôle quand même plutôt le poste client. Oui, c'est ça. Ça reste expérimental. Alors pour Transformers.js, pour moi, ça reste encore pour expérimental, pour des applis internes en entreprise ou pour des démos, des choses internes. Pour moi, OpenCV, c'est stable, c'est très léger, c'est très rapide. Il faut juste avoir bien les algos bien développés dessus. Et pour les API web AI, là, c'est encore expérimental. Ça ne fonctionne que sur Chrome. Mais le but, c'est de devenir standard. Et pour moi, quand ça deviendra standard, là, on pourra parler de applications grand public, applications de production pour faire de l'IA dans le navigateur. Faire de l'IA sur les mobiles, c'est quelque chose qui, sur des appareils récents, c'est courant, même si l'utilisateur ne s'en rend pas compte nécessairement. Enfin, moi, je connais bien l'écosystème Apple où ils ont le Neural Engine. Il y a des modèles téléchargés. Je suppose que sur Google, c'est la même chose. Dans le web, ça reste encore expérimental, tu dirais? Oui. Alors, c'est ça. Pour faire tourner de l'IA directement via le mobile. Donc, alors, quand on fait des applications natives, je crois qu'il y a des modèles ou des choses qui sont en train de se développer pour ça. Mais sur le web, pareil, ça dépend du navigateur. Est-ce que le navigateur pour mobile implémente les API IA pour ce navigateur-là? Alors, donc pour les API natives de ce que j'ai testé, c'est pas encore disponible sur Chrome. Peut-être à part si on passe par une version de développeur expérimental. Mais tout ce qui est Transformers.js et OpenCV, là, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. En fait, c'est des librairies JS normales, quoi. Oui, donc le flux de développeurs, c'est quoi? J'inclus une librairie, une des 3 que tu as mentionnées, comme j'inclus n'importe quelle librairie JS. Je spécifie mon modèle. Donc là, il y aura une première étape de téléchargement jusqu'à 1 giga d'un modèle. Et puis, les points de référence, c'est des API spécifiques à chaque librairie? Oui, c'est ça. C'est des API spécifiques. Et chaque API est plus ou moins facile à utiliser. Je vais dire que les API web natives, c'est les plus simples. Les built-in web AI API, pour moi, c'est les plus simples, les plus directs à utiliser. Ensuite, ce sera Transformers.js. Selon l'expérience, le plus dur, c'est OpenCV. En fait, on sent l'héritage que ça vient du C et tout, mais ça marche bien. Il y a des exemples, il y a du tuto, mais ça Quand tu dis les API web natives, c'est un effort de standardisation en cours, comme il y avait HTML5, etc. À un moment, on va avoir, ça fait partie des browsers, il y aura des API web AI natifs. Oui, c'est ça. Le groupe de travail s'appelle le WebML Working Group. Le W3C WebML Working Group qui essaie de standardiser ça. Donc, je me représente les choses. J'ai une page web normale avec une librairie JavaScript qui me télécharge un gros modèle. Ce gros modèle commence à tourner. Je reviens sur quelque chose qu'on a dit au début. Tous les navigateurs ne supportent pas ça. Donc, dans ton code que tu vas écrire, la première chose, c'est dire est-ce que le navigateur le supporte, oui ou non, et donc prévoir un fallback ou éventuellement je peux appeler une API. Oui, c'est ça. Donc, vérifier si le navigateur le supporte. Et même, on peut même aller au-delà. Par exemple, pour Transformers.js, on peut même vérifier si le navigateur supporte le WebGPU.
ou le web NNU, le Web Neural Network. Qui est une interface web au-dessus du hardware spécialisé, GPU ou les NLU d'Apple et des choses comme ça. Oui, exactement. Ouais. Et selon donc la disponibilité de ces API et les possibilités côté hardware, on peut soit directement passer par le CPU, soit du coup faire un fallback côté serveur. Oui, ou prendre avantage aussi. Je suppose que tu peux router des appels d'inférence sur différents hardware. Par exemple, sur une machine qui a à la fois un CPU et un GPU, demander de faire l'inférence au GPU et pas laisser le framework choisir. Oui. Alors, sur Transformers.js, on peut faire le choix. Sur les built-in Web AI APIs, donc c'est les API qui veulent être standards. Ça, de ce que j'ai utilisé, j'ai pas vu si on avait ce choix-là ou pas. Peut-être que ça peut être dans les paramètres de Chrome. Parce que comme c'est géré par le navigateur, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas trouvé de moyen de spécifier ça. Et puis ça ressemble à quoi un appel d'inférence en JavaScript dans un navigateur? Ah oui, alors ça ressemble, en fait c'est comme tout API JavaScript classique, c'est-à-dire comme tu as mentionné. Pardon, je pouvais pas m'empêcher. Alors, je peux tutoyer. Alors, je te rassure, il y a de moins en moins de callbacks au JavaScript avec les async await et les promesses. Non, donc on a... je me permettais la petite pique comme ça, mais oui. Oui, bien sûr. De moins en moins de callbacks et justement, c'est des async, on le fait avec des appels asynchrones. Donc, on fait un appel asynchrone pour vérifier. Donc, déjà, on vérifie si l'API existe. On initialise l'API avec les différents paramètres, la tâche qu'on souhaite faire, le modèle qu'on souhaite appliquer, les différentes options supplémentaires. Et ensuite, une fois qu'on a nos données d'entrée, on fait un await et on fait un appel à cette librairie pour obtenir le résultat de sortie. Après, on peut faire ce qu'on veut. C'est assez vague quand je disais des points d'inférence, parce que tu l'as dit dans les exemples de use case à haut niveau tout au début. On reviendra sur les use cases après, mais ça peut être de la reconnaissance d'objets dans une photo, ça peut être de la reconnaissance de texte, etc. Il y a des API différentes pour ces use cases-là, pour le traitement d'images, de vidéos, de texte, etc. Alors, en fait, ça dépend des librairies. Donc, OpenCV, c'est dédié vraiment à l'image. À l'image et à la vidéo. Donc là, vous avez des API que pour ça. Transformers.js, c'est très généraliste. Et en fait, eux, ils se basent sur le principe de task. Une task, c'est, par exemple, générer du texte, c'est faire un sommaire, extraire transformer du texte en voix ou l'inverse. Donc après c'est quasiment la même API qui s'appelle des pipelines. C'est la même API dans laquelle on définit notre tâche, le modèle associé à la tâche et les options supplémentaires comme si par exemple le fait d'utiliser le GPU ou pas. Et donc, on envoie à la même API une tâche et c'est le payload de la tâche au fait qui va dire ce qu'il faut faire exactement. Mais donc, on n'a qu'une, ou en tout cas quelques-unes API de haut niveau. Ouais. C'est le payload dedans qui ça c'est pour change. Ça c'est pour Transformers.js. Et en plus, on peut même omettre le modèle. En fait, selon la tâche, il peut même télécharger un modèle par défaut pour les tâches spécifiées. Et donc là, il faut juste voir dans la documentation par rapport à ce qu'on peut faire. Pour revenir à la question, il faut juste voir dans la documentation quelles sont les tâches possibles dans Transformers.js. Il y a certaines tâches qui sont pas possibles actuellement, comme tout ce qui est lié au traitement de la vidéo ou des grosses tâches liées au traitement, génération d'images et tout. Parce que ça demande beaucoup de ressources. Même pour du matériel très puissant, ça reste quand même compliqué de proposer une belle expérience utilisateur pour ces tâches-là. Oui, c'est des tâches qui peuvent prendre plusieurs secondes. Ma mémoire, ça fait longtemps que j'ai plus fait du JavaScript front. J'ai fait un peu de Node, mais en front très peu. De ce que je me souviens de JavaScript, TypeScript, il est pas très bon en multithreading. Comment on fait pour pas bloquer toute l'expérience navigateur, toute l'expérience utilisateur pendant ce temps-là? Ouais, très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que JavaScript devient de plus en plus rapide. Mm-hmm. Il y a aussi le WebAssembly ouais. Pour aussi épauler JavaScript pour deux aspects, pour le fait de pouvoir faire traiter d'autres langages, ramener d'autres langages dans le navigateur, et aussi pour amener de la puissance de calcul brute. Oui, parce que c'est du compilé. Hein. Oui, voilà. C'est du compilé, un peu proche, on va dire, de la machine. C'est un peu du bytecode pour navigateur. Donc ça, c'est déjà de base, même en single-threadé. Pour moi, JavaScript, ça devient de plus en plus performant. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les web workers. Donc ça permet d'utiliser des threads dans le navigateur.
Exactement. Ça s'appelle des web workers. Et d'ailleurs, si on regarde les exemples de Transformers.js, ils sont très fluides. On sent pas le navigateur se figer, friser, comme on dit. Mais quand on regarde le code source, on voit qu'il passe par des web workers. Donc, ils délèguent les tâches lourdes aux web workers pour offrir une expérience fluide. Moi, dans ma démo, j'ai pas eu le temps de implémenter des web workers et on sent que ça frise. Ça frise bien, ça se cale bien pendant quelques secondes. Alors, on appelle l'API avec une tâche, donc un payload spécifique à ce qu'on veut faire. On récupère un résultat qui est aussi spécifique par rapport à ce qu'on a demandé. Donc là, c'est spécifique à l'application. Et je suppose aussi, c'est un objet JSON que tu dois aller parser après au niveau applicatif. Oui, c'est un objet JavaScript. Donc ça reste c'est un objet JavaScript. Oui, enfin, quand qui est proche du JSON. Et c'est ça, il faut juste récupérer le champ qu'il faut. Parfois c'est un tableau, parfois c'est un objet selon le type de tâche qu'on utilise. Et après, on la traite normalement. Donc là aussi, il faut aller regarder dans la documentation pour savoir ce qu'on va recevoir en sortie. Oui, la documentation, les exemples, pour voir ce qu'on peut faire en sortie, aussi pour avoir des idées de ce qu'on peut faire ou des modèles qui marchent bien pour telle tâche. Parce qu'il y a plusieurs modèles disponibles. Comme on a dit, pour Transformers.js en l'occurrence, Hugging Face, c'est un énorme référentiel de modèles. On peut s'y perdre. Voir creuser dans les exemples et les applications type, ça permet déjà de s'aiguiller bien pour démarrer. Après, il y a aussi, pour aussi parler de les API, les built-in Web AI APIs, leur modèle de fonctionnement, donc par rapport à ce qu'on peut faire, en fait, il y a des API différentes par cas d'usage. En fait, eux, là, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de proposer une API différente pour des usages bien spécifiques. Pour la reconnaissance d'objets dans une image, ce serait une API. Pour du texte, ça sera autre chose, etc. Alors, le nombre d'API pour l'instant est assez limité, spécialisé pour le texte. Donc, donc de mémoire, il y a tout ce qui est, par exemple, faire un sommaire de texte, demander de générer du texte par rapport à une requête, traduire du texte, détecter la langue d'un texte, et il y a aussi du prompting. Mais voilà, c'est très très restreint. Et l'API va à ce niveau de granularité là. Oui. Waouh, mais ça terminera. Enfin, ça va évoluer tout le temps cette API alors. Parce qu'ils vont toujours rajouter des use cases. Oui, c'est rajouter des use cases, mais je pense que c'est aussi pour bien contrôler l'API et pour pas déborder sur les choses qu'on peut faire avec et qu'on peut pas faire avec. Et c'est aussi pour que ce soit plus facile d'utilisation du coup. Parce que là, quand on sait ce qu'on veut faire, on sait qu'on va utiliser directement cette API. Oui, c'est pour ça que tu disais que c'est plus facile à utiliser que les autres. Quel est le statut du support dans les différents navigateurs pour le moment? Tu as mentionné Chrome et encore Chrome en dev. Alors pour certains, ça marche sur Chrome en stable, pour certaines API du coup. Pour certaines API, ça marche sur Chrome Dev. Et aussi, il faudra parfois, pour certaines API, aller les activer dans les options, la page... Les feature flags. Voilà, dans les... de Chrome, quasiment. On va aller jouer dans les feature flags de Chrome pour les activer. Mais sinon, ça marche très bien. Une fois qu'on a activé les bonnes options et tout, ça marche très très bien et c'est très très rapide. En fait, j'ai eu une question. Enfin, quelqu'un a discuté avec moi après mon talk qui m'a dit, mais en fait, j'ai fait une démo de traduction avec détection de langue. En fait, j'affiche deux onglets de navigateur ou deux pages web, enfin deux navigateurs qui affichent la même page web. En fait, c'est une démo qui montre qu'on peut faire de la communication en temps réel, en peer-to-peer, avec traduction entre les deux fenêtres. Donc la démo, c'est qu'on a une fenêtre où j'écris du texte en anglais, une autre fenêtre, j'écris du texte en français. Donc avec les API donc web de l'IA pour faire de l'IA, on peut détecter la langue. Donc dès qu'on commence à écrire des messages, la langue est détectée et ça c'est du coup utilisé pour traduire vers la langue de l'autre personne. Donc par exemple, si j'envoie un message en anglais vers la personne qui envoie des messages, qui envoie des messages en français, on va lui traduire en temps réel le message de l'anglais vers le français. Et c'est instantané. Et ça passe par de l'IA embarquée dans le navigateur. Quel modèle? Donc côté Chrome, c'est Gemini Nano. D'accord. Donc qui est téléchargé une fois pour les deux applications, pour les deux fenêtres. Téléchargé une fois. Et c'est très rapide parce que du coup, c'est un modèle très optimisé pour ce use case-là. Et avant ça, j'ai fait une démo avec Ollama pour faire un petit prompting et ça a mis 7 secondes sur mon laptop parce que j'ai téléchargé un gros modèle pour le faire. Et donc du coup, ça a impressionné la personne qui est venue me voir après la présentation. Il m'a dit en fait,
pour certains use cases, en fait, c'est très très rapide. Hein. Je reviens à ma question avant de continuer sur la performance. Ma question des browsers, tu as parlé Chrome. Qu'est-ce qui se passe du côté de nos amis Firefox, Mozilla Foundation et peut-être Safari? Pour l'instant, rien. C'est pas rien. Rien. Pour moi, j'ai rien vu. Après, ça bouge vite. Hein. Peut-être que ça a changé. Là, c'est que Chrome. En fait, côté Chrome, c'est vraiment nickel. Hein. Là, il y a une page web, une documentation avec des graphiques, des schémas. J'en ai même piqué une pour ma présentation, des démos. C'est très propre. Par contre, pour les autres navigateurs, j'ai pas l'impression que c'est encore. De ce que j'ai vu, c'est pas encore disponible. Mais peut-être que ça va. C'est peut-être une question de semaine mais avec l'iOS, ça avance vite. Je suis pas data scientist, donc je vais éviter de dire des bêtises, mais une des manières de diminuer la taille des modèles et donc de perdre un peu en précision aussi, c'est la quantisation des modèles. Donc avoir des modèles 16 bits qu'on les ramène à 8 bits, à 4 bits. Est-ce que ça a un impact sur l'usage de ces API ou c'est juste le nom du modèle que tu télécharges et voilà, tu télécharges un modèle quantisé plutôt que télécharger le modèle original? Alors ça je suis pas, okay. Je peux pas être data scientist aussi. Je suis pas data scientist, mais après j'ai testé différents modèles avec Transformers.js. On a la possibilité de choisir le modèle. C'est vrai que selon le modèle, la taille est plus ou moins grande et les résultats sont plus ou moins différents. Ça se ressent sur le résultat. Alors, tu as expliqué le use case de ta démo de traduction en temps réel avec détection de langage, pardon. Quels sont les autres use cases que tu vois potentiellement? Alors aujourd'hui, on a bien compris, hein, c'est expérimental, mais ce qui est expérimental aujourd'hui sera peut-être en production dans 6 mois et sera vieux dans 1 an. Donc, comment tu vois l'évolution de ce genre de technologie? Oui. Alors, je le vois, pour moi, c'est comme l'IA, ça va évoluer très vite. Et en fait, l'adoption, pour moi, elle va se faire aussi de petit à petit. Et je pense qu'on verra des use cases qu'on n'aura jamais anticipés une fois que ce sera disponible au grand public. Mais déjà, on peut déjà faire des choses sympas, comme on a dit, la traduction, détection de langue. On peut faire aussi avec de la détection, avec OpenCV en l'occurrence, de la détection de visage. Et ça, par exemple, pour un site de commerce, s'il veut faire ça localement via un site web qui déploie tous ses postes, il peut le faire maintenant. Détection de visage, dans lequel il peut remplacer le visage par un vêtement, un chapeau, des lunettes, ce genre de choses. Et ça, du coup, comme c'est déployé sur navigateur, il n'y a rien installé sur le poste local. C'est ça, il n'y a pas une appli à télécharger. Ouais. Il faut juste ouvrir une URL pour le faire. Parce que c'est des choses qui sont déjà possibles sur Amazon, sur l'application Amazon par exemple, mais il faut avoir l'application sur son mobile. Là, ça serait ouvert à tout le monde juste avec un navigateur. Continue. Oui. Alors dans le site de Transformers.js, il y a pas mal de démos intéressantes où on a par exemple de la visualisation de l'audio. On a un cercle avec plein de traits en toile d'araignée qui bougent selon la musique. Et ça, c'est fait en temps réel aussi, donc de façon très fluide en local. Donc on peut aussi penser à faire des applications d'animation. Pour des événements où il y a de la musique, où il y a des personnes qui parlent, on peut faire ça aussi juste en ouvrant une URL maintenant. Est-ce que ton laptop se transforme en poêle à frire quand tu utilises cette technologie? Tu peux cuire un œuf dessus ou pas encore? Alors, j'ai fait mes tests sur un MacBook M1, donc c'est l'un des premiers MacBook M. Oui, qui ont 4 ans. Ouais. Voilà, et pour moi ça marche très bien. J'ai pas senti le ventilateur souffler, mais oui. Après, faut voir bien sûr les ordinateurs peut-être plus anciens et tout. C'est vrai que ça demande de la puissance de calcul, mais on voit aussi que les modèles sont de plus en plus optimisés, de plus en plus rapides. D'ailleurs, hier, j'ai testé j'ai discuté avec quelqu'un qui a développé un site web de génération d'images et j'ai fait mon prompt. L'image s'est générée instantanément. Donc c'est côté serveur, hein, mais j'ai eu le résultat quasi instantanément. Une image qui a été générée quasi instantanément. Donc je pense que il y a encore du progrès à faire. Souvent, les bad guys, ils utilisent les mêmes technologies que nous, les good guys ou les white hats. Quels sont les abus possibles de ce genre de technologie? Est-ce qu'on parle déjà de risques de sécurité, de vol de données, de privacy? Enfin, je sais pas, on peut imaginer le pire aussi. Ouais, tout à fait. Alors, pour moi, l'un des principaux avantages de faire de l'IA côté local, c'est la sécurité, parce qu'on n'envoie aucune donnée côté serveur. Oui, l'aspect confidentialité des données, forcément, j'envoie rien au serveur. Tout reste en local. Tout reste en local. Moi, je pensais plutôt aux pages web malicieuses qui pourraient exploiter des modèles qui sont installés, puisqu'ils sont partagés entre toute application avec certaines API. Mais les modèles ne sont pas mis à jour avec les données de l'utilisateur. Donc, c'est des modèles, on va dire, pas comment on dit,
non mutable ou donc un modèle c'est un fichier, c'est comme si j'avais téléchargé une image, c'est la même pour tout le monde. Donc c'est le même risque qu'on a avec de l'IA côté serveur, avec c'est-à-dire bien sûr si le modèle expose des failles de sécurité ou des données sensibles, bien sûr ça on l'aura aussi. Non, je pensais plus à utiliser les modèles puisqu'ils sont là, autant en profiter pour générer des scripts, pour analyser des logs, pour remonter d'autres informations de façon beaucoup plus fine que ce que je devais faire si moi, le pauvre hacker, je devais hacker tes logs et faire des recherches par mots-clés, par exemple. Ouais. Alors, pour l'instant, comme c'est encore... C'est trop nouveau. C'est trop nouveau, c'est trop récent. Pour moi, je vois pas encore d'exploitation possible. Après, moi, je le fais aussi dans le sens que ça reste local. Avec Transformers.js, c'est des modèles, c'est des modèles différents. Enfin, il faut télécharger le modèle sur les différentes origines. Mais là, je suis pas hacker, je suis pas white hat, grey hat, black hat. Je suis pas créatif à ce niveau. Mais c'est vrai que ça peut ouvrir des choses. Oui, ça sera un nouveau vecteur d'attaque qui sera exploité à un moment ou l'autre. C'est pas la question de quand, c'est comment. C'est ça, comment. et par qui. Si un développeur, une développeuse qui nous écoute a envie de commencer, par où on commence? Déjà les API, c'est pas mal d'API disponibles. Faut juste je vais mettre les télécharger liens les trois librairies dont tu as parlé. Les liens sont dans les notes de votre application de podcast. Vous scrollez un peu, vous avez les liens. Ouais. Et je mentionne aussi WebLLM. J'ai pas expérimenté dessus, mais j'en ai entendu parler, donc je mentionne aussi. Il y a pas mal d'API de librairies pour faire de l'inférence. Mais c'est l'API des browsers native WebAI qui est la plus simple à utiliser. Et tout ça, c'est bien documenté. Il y a des exemples, des tutoriaux, etc. Où il faut un peu hacker, reverse engineer pour s'en sortir. Ouais. Donc, pour Transformers.js et le built-in WebAI API, pour moi, c'est bien documenté. Il y a des exemples, il y a tout ce qu'il faut. Je dirais que pour OpenCV, c'est un peu plus... on sent que c'est un vieux site web, quoi. Mais il y a de la doc, il y a ce qu'il faut, il y a des exemples. Il y avait un petit souci avec un appel un chargement de fichiers XML. Parce que là, en fait, comme c'est une librairie qui est héritée du C, j'ai l'impression qu'elle a aussi réimplémenté des fonctions de file system. Et du coup, j'ai dû regarder les exemples, creuser un peu dans le code source de l'exemple pour pouvoir charger ce fichier XML là, qui est utilisé pour la détection de visage, pour le charger dans le file system entre guillemets de OpenCV. L'avantage d'OpenCV, c'est que ça existe depuis longtemps. Tu l'as dit, la communauté est énorme, donc c'est assez facile de trouver de l'aide. Alors peut-être un peu moins dans ce use case-là, de le faire tourner dans le navigateur, ça c'est plus nouveau. Mais OpenCV lui-même, tu l'as dit en intro, est très ancien. Bien, on a découvert quelque chose de nouveau, un nouveau jouet à découvrir. Si vous avez un week-end pluvieux devant vous, c'est peut-être le moment d'ouvrir votre laptop et d'essayer de faire tourner de l'inférence dans votre navigateur. Yacine Benabbas, merci. Tu es Relation Développeur, Dev Relation chez Worldline. Tu es speaker, maître de cérémonie aussi ici à la conférence API Days qui se tenait au CNIT à Paris mi-décembre. On a enregistré cet épisode le 11 décembre et vous le découvrez un peu plus tard dans vos applications de podcast. À très bientôt. Merci Sébastien. Je vous rappelle que vous retrouverez également cette interview dans le podcast AWS en français. Quant à nous, on se retrouve avec les technos le second mardi de janvier. Il me reste à vous souhaiter au nom de l'équipe et en mon nom une très belle année 2026.